Donc, pour commencer, ce qu'on voulait vous proposer, c'est former un nuage de mots. Je viens de vous mettre un lien dans le chat. Je vais vous remettre le code si jamais vous n'avez pas accès directement via le lien. Et donc, pour ceux et celles qui connaissent pas, en fait, il y a une question qui vous est posée. La question, vous allez la voir, elle est écrite, c'est quelles sont les thématiques en lien avec l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il y en a certains, vous en avez nommé certaines. Égalité filles-garçons, compétences psychosociales, j'en ai entendu d'autres, mais je ne vais pas les nommer. Mais voilà, en tout cas, nous dire pour vous, quand on parle des VARS, eh ben, quelles sont les thématiques qui font partie de ce sujet. Voilà, qu'on sache un peu jusqu'où est-ce que ça peut aller. On vous laisse 2-3 minutes le temps de répondre. Vous pouvez mettre plusieurs réponses possibles. Je vous mets le code si jamais vous passez via le site. KFG, tac. Et normalement, on va voir si ça fonctionne. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui y arrivent? Pour l'instant, je ne vois pas de réponse. Ah si, ok. Super. Bon, on voit les premiers mots qui s'affichent, donc n'hésitez pas à remplir. C'est bon, super. Et du coup, Evan et Cécile, vous avez aussi accès au nuage de mots si vous voulez regarder un petit peu ce qui est inscrit, mais je partagerai mon écran. On se laisse 2 minutes, jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes. On a déjà pas mal de choses qui arrivent. Tac. Allez, je vous laisse encore 20-25 secondes pour les derniers mots que vous n'avez pas eu le temps de mettre. Et puis après, on va regarder ça un petit peu ensemble. Autre chose, hein. Il y a beaucoup de choses, ouais. Tac. Allez, je vais vous partager mon écran. Comme ça, on regarde tous ensemble. Normalement, je pense que vous le voyez aussi, mais pas sûr qu'on parle. Alors, que se passe-t-il? Mince. Hop, pardon. Tac. C'est- Et pas sur le bon, là. Ah, c'est ça, normalement. Non, Hop. c'est OK. Là, si, vous clap. Ouais, vas-y. Tac. Et pourquoi il Attends. me partage pas? Là, vous voyez pas le bon truc, c'est ça. C'est bon. Normalement, vous voyez tous Oui. le nuage de mots. Euh, On voit plus. Non. Non, pas plus, non. Non, on ne le voit pas. Il est apparu, mais pas longtemps. Là, ça bug. C'est bon. C'est bon. Ok, Oui. super, merci. Donc, on voit effectivement le terme vous en avez parlé, hein, mais bah, l'aspect de la violence. J'ai vu lutte aussi. Euh, Donc, effectivement, je pense que c'est quand même un des grands objectifs de l'EVAR, c'est quand même de lutter contre les différentes formes de violence. La question du consentement, on en parle beaucoup, mais effectivement, c'est quand même au cœur de cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, puisque ça concerne les différents termes, la question de la sexualité. J'ai vu aussi beaucoup au début l'estime de soi, voilà, la question de l'estime de soi, la question de l'intimité, du respect, l'empathie. La lutte contre les stéréotypes, effectivement. Tac, identité de genre, on voit le mot genre aussi beaucoup qui revient. La gestion des émotions, l'intimité, l'identité. Et donc, effectivement, bah, c'est intéressant parce que vous voyez, vous avez bien l'aspect relationnel, affectif en tête. Et effectivement, les thématiques sont très diverses et transversales, en fait. La question du corps, la question des écrans, on a parlé du harcèlement tout à l'heure, les réseaux sociaux, la question du consentement, évidemment, la question du corps, la question de la lutte contre les différentes formes de discrimination.
Donc, ça touche à tous ces sujets-là. Et maintenant, ce qu'on va vous proposer, donc, c'est justement d'échanger avec Evan Jeanne Rose et Cécile Gondard-Lalanne, qui sont donc les deux rapporteurs de l'avis du CESE, je vous le disais, qui a été adopté le 10 septembre dernier. Et donc, bah, on va commencer par une question assez, assez générale. En fait, je voulais vous demander, donc merci beaucoup à vous deux d'être là. Je vais vous laisser peut-être vous présenter rapidement, mais est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut nous définir les VARS? On a vu justement que ça touchait à des sujets assez larges, en fait, qu'il peut y avoir beaucoup de choses, il peut y avoir beaucoup de portes d'entrée sur les VARS. Comment est-ce qu'on peut essayer de la parole pour vous présenter et répondre déjà à cette première question? Merci. Oui, merci et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Cécile Gondard-Lalanne, conseillère au CESE depuis cette mandature, c'est-à-dire 2021, et membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Donc, c'est dans le cadre de cette délégation l'avis qui se nomme Éduquer à la vie. On est avec Evan, les co-rapporteurs. Les VARS, c'est un grand sujet. Pardon, à toi, Evan. Pour moi, je me présente et après, c'est Cécile, effectivement, qui répond à la première question. Donc, bonjour Evan, je m'appelle Evan. Je représente le CNAGEP au CESE, donc le CNAGEP dont la NSTAGE est membre par ailleurs. Donc, ça me fait doublement plaisir d'être présent à la fois pour présenter l'île du CESE et pour vous dire aussi à quoi sert la représentation du CNAGEP, donc une assemblée comme le CESE qui, alors je fais juste un tout petit mot pour les personnes qui ne repèrent pas, mais le CESE est la troisième assemblée qui est prévue dans la Constitution française. On siège dans le Palais Iéna juste à côté de Trocadéro et c'est un espace où les personnes qui discutent, ce sont des représentants syndicaux, d'organisations employeuses, de grandes têtes de réseaux associatifs ou de l'environnement. Voilà. Certains vont dire que c'est l'équivalent des Césaires. En réalité, les Césaires, ils sont plutôt issus de la loi de décentralisation, là où le CESE est plutôt, sa légitimité est plutôt dans la Constitution et dans une interlocution avec le Parlement et le gouvernement. Voilà, c'est juste pour ajouter ça, pour comprendre du coup d'où est-ce qu'on parle et à qui on s'adresse quand on travaille nos avis. Voilà, j'ai fini. Je te laisse. Oui, ok. Et moi, je suis une représentante d'une organisation syndicale, voilà, de salariés. Alors, l'éducation à la vie affective, relationnelle, sexuelle, hein, euh, on la définirait comme une démarche, en fait, hein, transversale et progressive surtout, qui s'inscrit donc dans du temps long, puisqu'elle est fonction du développement de l'enfant. Elle est adaptée, évidemment, du coup, hein, en fonction des âges qu'ils ont. Elle a trois dimensions. La dimension affective qui se construit donc dès les débuts de la vie de l'enfant, hein, et qui relève d'un apprentissage du lien émotionnel à autrui, du rapport entre ce qui est intime et les comportements qui en découlent. Le développement affectif de l'enfant, il s'établit à partir de figures d'attachement, de gestes, de paroles d'amour, mais aussi de la capacité à avoir confiance en l'autre. Ainsi, ça lui permet de construire différents types et de niveaux de complicité avec d'autres personnes jusqu'aux relations amoureuses. La dimension relationnelle aborde tout ce qui relève des rapports à l'autre. Donc, la pluie d'idées, de nuages, là, en fait bien état. Hein. Il s'agit du consentement au repérage des violences sexistes et sexuelles, de l'égalité entre les êtres, quel que soit leur sexe, leur identité de genre et leur sexualité. Hein. Quant à la sexualité, je vais vous donner une définition, elle n'est pas de nous, hein, elle émane de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il s'agit d'un aspect central de l'être humain tout au long de la vie, qui englobe le sexe, les identités de genre et les rôles y afférents, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. Voilà, donc comme ça, vous avez la totale. Alors, le cadre de l'EVARS, tel qu'on l'a envisagé dans le rapport, c'est un cadre qui est large, qui dépasse celui de l'école, puisqu'on considère que toutes les personnes en lien et qui accueillent des enfants ont, à un moment donné ou à un autre, ou font, à un moment donné ou à un autre, de l'EVARS. Alors, plus ou moins bien, on le verra plus tard dans vos questions, mais voilà. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que donc le CESE a été amené à travailler sur ce sujet en 2023, me semble-t-il?
Alors, pourquoi on s'est lancé? C'est qu'en 2023, en fait, on a déjà constaté qu'il y avait eu un dépôt de plainte de trois associations. Bon, on ne dit pas vraiment dépôt de plainte dans le jargon administratif, mais pour simplifier, c'est ça, auprès de l'État pour non-application de la loi de 2001, loi qui oblige à trois séances et pas 3 heures, je précise, dans les établissements scolaires et à chaque année. Et les associations, donc c'est le planning familial, SOS Homophobie et le SIDAction, donc ont lancé cette plainte-là. Et en parallèle, on était en discussion avec à la fois le Parlement, la ministre de l'Éducation nationale, enfin les ministres de l'Éducation nationale successifs et Premier ministre pour savoir comment le CESE pouvait contribuer à faire à la fois de l'évaluation de politique publique, mais surtout à proposer d'élargir le sujet. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est lancé sur ce sujet. La deuxième raison, c'est on est parti assez vite sur l'idée que les VARS ne pouvaient pas s'allumer à un travail de l'école au travers de 3 séances annuelles. Et qu'en fait, les VARS s'attrapent aussi par des questions plus de vie quotidienne et qu'il y a une responsabilité éducative a priori de tous les acteurs qui accueillent des jeunes et des enfants dans leurs espaces ou sur des actions éducatives. Et donc, on avait vraiment cette envie d'élargir la question de éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ce ne sont pas que 3 séances à l'école, ça peut impliquer d'autres acteurs éducatifs et on voulait savoir qu'est-ce que le reste de l'écosystème éducatif, famille compris, réalisé sur ce sujet. Oui, donc non seulement il faudrait faire plus que ces 3 semaines, que ces 3 séances pardon, par an, mais en plus cette loi de 2001, elle n'est pas forcément respectée. Et c'est un sujet important. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi en introduction, c'est que il me semble que dans les années 70, on parlait plutôt d'information à la sexualité, où on avait vraiment plutôt un aspect biologique en fait dans les interventions. Et puis après, il y a eu une réflexion plutôt sanitaire avec notamment bah, le sida dans les années 90. Et maintenant, on arrive vraiment aussi à une réflexion justement avec cet angle affectif et relationnel, avec aussi une société et des moyens d'être en relation qui ont évolué. Et donc cette loi de 2001, non seulement elle est pas forcément respectée, elle n'est pas mise en œuvre dans tous les établissements et pour tous les niveaux, mais au-delà de ça, même sans cette loi de 2001, les VARS, c'est aussi un droit pour les enfants. Vous en parlez dans le premier chapitre de votre rapport, justement sur ce lien avec le droit dont les enfants peuvent se prévaloir. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu justement quels sont les liens, notamment avec par exemple la Convention internationale des droits de l'enfant? Quand on travaille avec la jeunesse, on est quand même au courant de ce texte-là. Et donc, à quoi est-ce que le droit à l'EVAR, à quel droit peut-être de la Convention internationale des droits de l'enfant ça fait référence? Oui, alors il y en a plein. Il y en a pas mal. En fait, d'abord, le premier, on dira que, et c'est ce qu'on a souligné dans le rapport, c'est que les VARS, elles participent hein, à l'effectivité de plusieurs droits humains fondamentaux. Et quand on parle de droits humains, on parle aussi des droits de l'enfant, puisque jusqu'à preuve du contraire, les enfants sont des humains. Donc, ces droits humains, il s'agit de plusieurs, hein, le droit à disposer de son corps, premièrement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection contre toute forme de violence. Voilà, donc au moins ces quatre-là, les VARS répondent en termes sur les droits humains fondamentaux. Pour la CID, donc la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a 4 principes fondamentaux. Hein, je les rappelle parce que en fait, les VARS en soi, elle répond à certains de ces principes fondamentaux. Les quatre, qu'il s'agit de la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre et se développer, et le respect des opinions de l'enfant. Voilà. Et dans le cadre de ces principes, plusieurs droits, effectivement, hein, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance, contre toute forme d'abus, d'exploitation, l'article 19, hein, l'article 12, le droit d'être l'article 34, le droit d'être protégé contre... bref, tout ça, ça s'accumule. Et je dis ça parce que dès lors qu'on touche à la vie ensemble, en société, ensemble, en collectif, avec des enfants, les questions qu'ils posent sur leur relation aux autres, sur qui sont ces autres, et même s'ils sont différents, enfin, les stéréotypes qui
sont dans la société en général et dont on a du mal à se dégager hein, en soi, tout ça participe en fait à faire en sorte que l'enfant se développe au mieux pour construire, en tout cas, une identité qui est en respect avec celle des autres. Voilà. Et donc, effectivement, il y a aussi hein, la question de son corps et de qu'est-ce qu'on fait de son corps. On sait automatiquement que dès lors qu'on est dans une situation de domination, ce qui peut être le cas de l'enfant, la question du contrôle sur le corps et des violences faites au corps, elle est fondamentale puisque toutes les formes de domination en soi hein, visent à contrôler le corps et visent à dominer ce corps et à le violenter particulièrement. Donc voilà, donc en gros, l'acide, elle ne dit pas que l'EVARS est indispensable en soi, vous ne trouverez pas écrit dans l'article, dans les articles, mais l'acide, par les droits qu'elle propose, en fait, fait du plaidoyer pour faire de l'EVARS quand on la lit entre les lignes. Et pas que entre les lignes d'ailleurs. Quand on voit les implications que ces droits y ont. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que parfois, justement, faire le lien n'est pas plus évident. Et du coup, je trouve que c'est important aussi de rappeler justement que les VAR, c'est aussi peut-être un moyen de garantir certains de ces droits aux enfants. Et d'ailleurs, donc je le disais un petit peu en introduction, le 23 novembre, il y a quelques jours, il y a des enfants qui ont été auditionnés au Sénat. Il me semble que vous étiez là aussi avec Evan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quel constat est-ce qu'ils portent sur l'état de l'EVARS en France et puis quelles seraient peut-être leurs préconisations ou leurs pistes de réflexion pour améliorer la situation en France? Oui, alors on était invités à participer hein, aux états généraux du COFRAD et c'était pour nous important parce que les enfants avaient sur ce sujet la parole enfin et on a enfin pu les entendre la parole et après en avoir débattu entre eux et elles. Hein. Donc ça, c'est primordial. Voilà. Ils venaient de plusieurs régions, départements, hein, je les cite comme ça, mais Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Tarn-et-Garonne et les îles de la Réunion et de Mayotte. Donc voilà, donc c'est assez large, on va dire, même si on ne peut pas dire que ce soit hyper représentatif, mais enfin quand même. Et leur restitution, ils ont fait état, on a noté hein, différents éléments besoin de formation des enseignants et enseignantes et les intervenants sur ces séances, pas d'homogénéité dans les établissements scolaires en termes de temps consacré à ces séances, parler avec les parents qui doivent avoir une formation sur les VARS, séances qui doivent être adaptées aux âges. Je cite, les VARS nous apprend à être bien dans notre tête et notre corps à chaque étape de notre vie, à prévenir les violences et savoir comment se comporter et réagir avec les autres, mais aussi avec soi-même, et surtout à gérer ses émotions. Parler des discriminations et d'égalité entre les enfants, un besoin d'être écouté avant qu'il ou elle soit confronté à des insultes ou des coups, seul moment où ils ont l'impression d'être entendus par les adultes, donner des conseils pour ne pas être dans le jugement, regard des autres important dans la socialisation et donc dans les attitudes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des autres, les réseaux sociaux et tout l'aspect numérique avec des réseaux sociaux qui sont pour eux et elles aussi bien facilitateurs que dangereux, facilitateurs de relations, mais en tant que tels, et un vrai besoin de parler des relations aux autres. En gros. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Oui, il y a Mm. déjà un beau chantier. Juste une précision, vous me demandez quel âge ont les enfants qui ont été interrogés au Sénat. Il me semble que c'est plutôt collège-lycée, mais je vous laisse répondre. Et ben non, pas tant que ça. En fait, il y avait aussi des enfants de primaire. En fait, D'accord. la plus jeune dont j'ai eu l'âge, hein, parce qu'après on n'a pas pu, mais c'était 7 ans que j'ai dans mon carnet. Et les plus âgés, effectivement, sont des jeunes adultes. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, ils sont passés par le petit quotidien, le journal qui est distribué, enfin, qui est acheté hein, par les enfants ou proposé dans les écoles primaires, pour faire un questionnaire pour interpeller les enfants de cet âge-là. Et ils ont eu la parole au tout début de la présentation, ce qui leur a permis de poser des mots
Et on aurait pu penser qu'ils étaient très loin de ces sujets. Et en même temps, je pense que c'est eux qui ont réussi à exprimer le plus simplement des choses qu'on aurait pris avec beaucoup de pudeur en tant qu'adultes ou que les plus âgés ont pris avec beaucoup de pudeur. Et là, ils ont très vite rapidement parlé des violences qui pouvaient avoir lieu entre garçons et filles. Ils ont très vite il y a une fille qui nous a dit, mais si j'avais pas eu cette séance, je pense que je n'aurais pas su que ce que je vivais, c'était anormal. Enfin, vous voyez, des choses qu'on aurait peut-être plus de mal à dire en tant que grand. Enfin, je suis dans cette logique-là, catégorisation, mais voilà, donc c'est assez émouvant et assez intéressant, mine de rien, de voir l'énergie et la capacité à discuter du même sujet de 7 à, je crois, les plus âgés devaient avoir 20 ans, 21 ans, chacun avec ses mots et ses questions. Et il n'y a pas eu de sujet tabou, hein. On a parlé d'agression, on a parlé d'inceste, on a parlé de rapports consentis ou non consentis, on a parlé de plaisir, d'égalité, d'inégalité. Voilà. On a brassé le sujet. Ils ont brassé le sujet, parce que c'est eux qui ont le plus parlé. Oui, puis la différence d'âge permet aussi d'avoir des approches, des vocabulaires un peu différents qui peuvent aussi enrichir la réflexion. On me demande si ça a été filmé, cette audition. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être accessible? Alors moi, j'ai vu un peu de communication, mais je suis pas Aucune sûre. idée. Il faudrait demander au copain. Ouais, c'est ça. Peut-être vous rapprocher du COFRAT qui a dû forcément communiquer ou en tout cas faire un petit retour Oui, sur... puis il y a un bulletin qui est sorti exprès, qui récapitule tous les débats d'ados et d'enfants qui ont eu lieu en 2024, et là, dont c'était la restitution. Et ça, c'est sur le site, c'est disponible sur le site du COFRAD. Ouais, si tu peux le trouver comme ça, on le met dans le chat. Mm. Très bien. Bon, du coup, j'avais une question qui n'est peut-être pas, j'ai envie de dire, qui n'est peut-être pas utile, puisque je me dis que les personnes qui se sont les participants et participantes de cette journée ont forcément un intérêt pour la thématique, puisqu'ils se sont inscrits à cette rencontre. Mais quand même, voilà, je voulais questionner aussi le lien avec, bah, en l'occurrence là, des conseils de jeunes, puisqu'on comprend le lien assez facilement avec le milieu scolaire, parfois le milieu familial, le milieu associatif. Mais dans votre rapport, justement, vous parlez des lieux accueillant des jeunes de façon assez large. Vous parlez des associations, évidemment aussi beaucoup des clubs sportifs, puisqu'on sait que c'est quand même un espace dans lequel la parole s'est aussi libérée sur des violences qui étaient vécues. Mais voilà, pourquoi un chapitre consacré plus largement, on va dire, aux espaces accueillant des jeunes et en quoi bah, un conseil de collectivité qui peut se sentir peut-être éloigné de ce sujet est aussi concerné par la compréhension de la notion et parfois mettre en place des actions de sensibilisation, en tout cas l'inclure aussi dans la réflexion des politiques jeunesse. Euh, je me lance, Cécile. Euh, alors, le pourquoi, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, quand on regarde les rapports donc, du HTFEA sur les temps de vie de l'enfant, ce qu'il dit, c'est qu'il y a le temps de vie de l'enfant qui est un tiers à l'école, un tiers avec sa famille et un tiers ailleurs, dans un tiers-temps qui peut être occupé autant par les questions, par les usages numériques que par les clubs de sport, que par l'accueil de loisirs. Enfin, vous voyez, en tout cas, tous ces espaces-là. Et donc, en fait, ce qui nous semblait, nous, anormal, c'était qu'on se concentrait, quand on parlait des VAR, que sur le tiers du temps à l'école et encore plus sur les 3 séances de ce tiers à l'école. Or, quand on réfléchit à la question éducative, on sait bien que éduquer, c'est pas juste organiser des séances très dirigées et que des fois, éduquer, ça peut passer par des moments de la vie quotidienne ou voilà, des moments où ça fait irruption dans ce qu'on a prévu initialement et pourtant, c'est le moment de le traiter et d'en discuter. Donc, c'est comme ça qu'on a voulu d'abord élargir. Après, on a eu des exemples assez éloquents. Je prends l'exemple des clubs de sport que vous avez évoqués. On est parti visiter des clubs de sport sur la métropole de Lyon, dont un club de sport qui avait subi, enfin, des filles au sein de ce club de sport avaient subi des violences sexuelles, une agression sexuelle. Voilà. Sauf que ce club, quand il a voulu résoudre le sujet, il y avait forcément la question du signalement, de l'accompagnement des victimes, etc. Mais derrière, il y a eu cette grosse interrogation de se demander comment peut-on faire pour que ça ne réapparaisse pas. Et finalement, quel rôle on a pour que ces jeunes filles, en l'occurrence, mais pas que les jeunes filles, puissent apprendre à s'émanciper, à se protéger. Et une des jeunes femmes qui était présente nous parlait de comment elle a appris à être entraîneuse. Et ce qui l'avait choqué, c'est d'entendre, mais tu vois, pour bien les entraîner, les filles, il faut les violer mentalement. Donc, faut vraiment y aller, quoi. Et là, elle s'est dit, maintenant, c'est pas normal. Si l'entraîneur ou l'entraîneuse a ça dans sa tête, a priori, il va le partager par sa posture, par ses comportements, etc. Donc, c'est vraiment l'enjeu pour nous de venir réinterroger ces espaces sur quelles sont les normes éducatives, la culture dans laquelle ils font baigner les enfants au quotidien dans leurs espaces.
Un autre exemple, c'est quand vous êtes dans un accueil de loisirs ou en colonie et que le jeune garçon, non, c'est pas à moi de m'occuper de tel jeune garçon animateur, c'est pas à moi de m'occuper d'aller changer l'enfant. Mais de fait, ça continue à propager un certain nombre de... Enfin, en tout cas, ça éduque l'enfant de façon indirecte sur c'est aux femmes de s'occuper de lui quand il a un problème aux toilettes ou à la douche, etc. Donc, on a vraiment voulu prendre ce sujet-là un peu à bras le corps d'interpeller, alors via une préconisation qui rappelle que ce qui est intéressant, c'est que dans les projets d'établissement ou les projets pédagogiques, ça dépend le nom qu'on donne, ou les projets sociaux, projets éducatifs, en fait, il y ait une réflexion sur les besoins des enfants en termes d'intimité, de vie privée, la gestion de ces questions-là, des VARS, d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qu'un conseil d'enfants de jeunes municipaux, départementaux, régionaux, là comme ça, je me dis qu'il peut avoir son rôle en venant interroger les politiques de la collectivité locale vis-à-vis des associations qu'elle finance, par exemple. Pour l'exemple de la métropole de Lyon, elle a une forme de conditionnalité des aides qu'elle dispense aux associations sportives. Alors, est-ce qu'il faut que le conseil de jeunes, l'ordre du jour, ce soit écrit conditionner les aides publiques à ça, je sais pas, ça se discute justement. Mais peut-être que ça peut être intéressant d'interroger les enfants et les jeunes qui vivent dans les différents espaces qu'ils traversent, ou qu'est-ce que les autres jeunes vivent dans les espaces qu'ils traversent, et éventuellement s'interroger sur quel est le rôle que la collectivité peut avoir. Parce que c'est pas elle qui va être directement en gestion toujours, mais elle peut sans doute soutenir, amener à réfléchir, former, faire discuter, voire même porter le discours des enfants et des jeunes, parce que ce discours, enfin, ce que les enfants et les jeunes pensent de l'EVAR, c'est souvent difficilement entendable par les acteurs professionnels, les bénévoles, des fois par les élus politiques aussi, hein, qui peuvent avoir des craintes assez légitimes au regard de l'ambiance sur est-ce qu'ils vont être attaqués ou pas par les familles, etc. Donc c'était ça, j'ai un peu élargi la question, mais c'était ça pour nous l'enjeu d'aller interroger les espaces hors scolaire et puis sans doute que vous avez, enfin vous et ou les conseils d'enfants de jeunes que vous représentez ont un rôle à jouer sur un regard pour reposer sur leur commune ou leur département ou la région sur ça. Et j'ai l'impression qu'on a déjà eu des exemples avec le conseil régional Grand Est ou d'autres qui ont déjà dit qu'il y avait des outils qui étaient en route, donc c'est que c'est déjà présent. En fait, on est parti du postulat que c'était déjà présent. Il fallait juste le mettre en valeur via l'avis auprès des politiques nationales. Mm. Oui, merci. Effectivement, il y a à la fois la question de la posture, j'ai l'impression dans ce que vous dites, de l'animateur, de l'animatrice, mais même plus généralement, en fait, des personnes qui vont graviter autour de l'enfant ou du jeune. Et puis, il y a aussi la question voilà, de penser aussi cette notion euh, dans le cas d'un règlement ou d'avoir une réflexion, comme vous disiez, autour de l'intimité. Comment est-ce que cette question-là est aussi inclue dans la réflexion par rapport à l'espace de participation des jeunes, mais plus globalement dans peut-être la politique aussi de la collectivité? Et justement, j'avais une question à ce propos-là. Donc, pour rappel, dans le cadre de votre saisine, vous avez mis en ligne, il y a eu différentes méthodologies de participation pour recueillir la parole des jeunes et des acteurs, des professionnels jeunesse, mais vous avez notamment mis en place un questionnaire en ligne pour justement consulter les jeunes. Et vous en avez parlé en introduction le 10 septembre. Euh, Ce questionnaire a été plus ou moins saboté. Je ne sais pas si terme sabotage est est la bonne définition, mais en tout cas, c'est par certaines associations ou certaines personnes. Je ne sais pas si on peut les qualifier extrêmes, mais voilà, là on a différentes fonctions de personnes, de participants aujourd'hui, mais quelqu'un qui a besoin de convaincre son ou sa directrice ou son élu jeunesse qui a besoin de convaincre aussi l'équipe autour de lui ou d'elle de l'importance de cette notion, parce que voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est une notion qui parfois souffre d'un manque de compréhension, d'une mauvaise représentation, de fausses informations qui sont beaucoup relayées aussi. Comment est-ce qu'on peut accompagner des professionnels ou des élus à porter cette parole et à permettre cette pédagogie autour de la notion pour expliquer réellement les enjeux de l'EVAR, c'est dédramatiser aussi parfois les réflexions extrêmes justement auxquels on voudrait nous faire croire que ça concerne. Voilà, je vais le dire, peut-être parfois on entend, je sais pas, mais des choses sur la masturbation, sur voilà, des choses qui sont effectivement choquantes dans la bouche d'un enfant de 9 ans. Donc il y a un peu des fausses informations comme ça qui circulent. Comment est-ce qu'on peut voilà, aider soit son équipe, soit son ou sa supérieure à mieux comprendre la notion et à mieux comprendre les enjeux de cette notion des VARS?
Je sais pas si ma question est assez claire. Oui, la question est assez claire, elle est très large. Et on pourrait y passer un webinaire entier là-dessus. Il y a plusieurs niveaux de réticence qui existent et qu'on peut relever. Il y a les niveaux de réticence d'ordre politique d'abord, comme ces dernières semaines, elles l'ont illustré, et comme les attaques vis-à-vis du CESE l'ont illustré aussi, donc, et qui viennent de sphères, alors nous on les appelle de sphères réactionnaires ou ultra-conservatrices, voilà, et en lien énormément avec l'extrême droite. Enfin, ça, voilà, on dit parce que c'est ce qu'on constate, voilà, et qui refuse surtout que ce sujet il soit investi par la société via l'école. Donc ça, c'est important et qui considère que seuls les parents doivent éduquer les enfants sur ces questions. Bon, quand on sait les violences intrafamiliales et celles qui touchent les enfants, il suffit de lire le rapport de la Civise pour dire qu'effectivement les familles ne sont pas. Alors la question, elle n'est pas de dire que toutes les familles sont des vecteurs d'inégalité et de stéréotypes, tout ça, mais il n'empêche qu'elles peuvent être violentes. Et la question de l'EVAR, c'est du repérage. Dans ces cas-là. Donc ça, et est-ce que la société, et la société française particulièrement, quand on signe la CID, quand on signe cette convention, ça nous oblige en tant qu'État. Et donc, ça nous oblige à faire respecter les droits des enfants. Et donc, ça nous oblige à des moments donnés, dire à certains parents que ce type d'attitude et ce type de comportement n'est pas possible et est interdit. Voilà. Donc ça, c'est des réponses, je dirais, légales qu'il y a déjà, mais voilà. D'autres réticences qui relèvent, comme tu l'as souligné, méconnaissance de ce qui se passe et ce qui se dit lors de ces séances. Et elles sont aussi en lien avec le fait que parler de nos relations, de nos affects, de nos sexualités, bah, c'est pas évident. Voilà, on n'a pas été formé à ça. Ça vient au fur et à mesure, selon nos rencontres, voilà. Bon, et ça, ça va se faire sur du moyen voire long terme, d'où l'importance de parler des VARS dès la petite enfance, enfin, dès que les enfants sont dans des lieux de socialisation, parce que de toute manière, les enfants sont concernés et posent des questions. Quand un enfant il arrive et puis qui dit qu'il est tout petit, qui dit effectivement, bah voilà, machine, c'est plus ma meilleure amie, elle veut plus que je sois sa meilleure amie, et qui en pleure, c'est sa première rupture, c'est son premier deuil. Et ça, évidemment, c'est hyper important de dire, oh, bah oui, mais c'est hyper important d'avoir les bons mots et d'écouter au moins ça, ce que ça fait à l'enfant. Donc ça, c'est des choses toutes simples, je dirais, qui plaident pour qu'on parle des VARS. Voilà. Et donc, ça nécessite tout ça de donner des informations claires et fiables sur ce qu'est les VARS aux parents, premièrement, mais aussi aux enseignants et aux enseignantes et à tout le milieu éducatif qui accueille des enfants. Et pour contrer les désinformations, tu l'as cité, enfin, je veux dire, on n'apprend pas à se masturber pendant ces séances d'EVAS. De toute façon, il suffit d'écouter une instite en maternelle et elle vous dira que la sieste, elle envoie des enfants qui se masturbent. Ça s'apprend pas, enfin, je veux dire, si, ça s'apprend en apprenant sur son corps, mais voilà. Donc ça, c'est des choses toutes simples, mais on n'apprend pas ça, on n'apprend pas ce type de choses, et on n'apprend pas surtout à changer de sexe, voilà. Aussi, comme on peut l'entendre. L'idée, elle est que il faut dire à quoi elle sert aussi, et pourquoi elle est indispensable aux enfants? Prévention des violences sexistes et sexuelles, connaissance de son corps, respect d'autrui et non-discrimination, santé sexuelle. On se rend compte que de plus en plus des jeunes arrivent dans la sexualité avec des manques d'informations énormes sur les maladies sexuellement transmissibles. Quand on sait que 50%, enfin 23% pensent que le sein peut être transmis en embrassant une personne positive, c'est alarmant.
Enfin, voilà. Hein. Ça, et voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a rencontré dans le cadre de cet avis et de ce rapport toutes les associations familiales, une ribambelle, hein, voilà, qui font partie de l'UNAF, et toutes nous ont dit qu'elles avaient besoin d'aide pour parler des VARS, et qu'elles sentaient bien que c'était nécessaire qu'elles en parlent, et que c'était nécessaire qu'elles en parlent avec d'autres et que d'autres en parlent, mais parce qu'elles ne sont pas formées à ça. Donc ça veut dire qu'il y a aussi effectivement un besoin énorme d'informations sur ces questions-là. Merci. Je voulais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit. Là, c'est une question. Euh, est-ce qu'on peut parler des VAR sans parler de soi, justement? Est-ce que se dire qu'on va animer une séance, c'est parler de ses affects, de ses relations, de sa sexualité? Voilà. Est-ce que je voulais poser la question volontairement. Mais non, surtout pas. Enfin, surtout pas, en fait. Mais je pense que les professionnels qui interviennent, et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait une question, je sais pas si on la prend maintenant ou si elle est rédigée dans le chat pour qu'on puisse y répondre, je sais pas. Mais bon, en tout cas, juste les professionnels, quand ils interviennent, quand elles interviennent, c'est beaucoup de femmes, ne parlent pas d'elles, c'est pas ça le sujet. Une intervention classique, c'est des questions qui sont posées à l'avance par les enfants. Ou alors, on prend des supports qui amènent les enfants et les jeunes à discuter, se questionner, se poser des questions. Les supports pouvant être des livres de jeunesse, pourquoi pas le poème, un poème de Ronsard, par exemple. Enfin, vous voyez, c'est comment est-ce qu'on utilise de toute façon ce qu'on fait déjà en classe pour les amener à réfléchir sur la question de, ah bah tiens, qu'est-ce que vous avez à dire de ce baiser? Qu'est-ce que vous avez à dire la relation que cette fille et ce garçon ont dans telle histoire? Enfin, vous voyez, c'est déjà, on part de ça. Et ensuite, il y a des questions qui naissent et les questions, on les traite souvent après, sauf en différé, sauf quand la réponse est assez entre guillemets, évidente ou ne met pas en difficulté l'enseignant, l'enseignante ou la professionnelle qui intervient. Donc, on ne parle jamais de soi, a priori. Élodie, vous vouliez poser une question? Oui, c'était une question, plutôt aussi une réaction par rapport à ce que Cécile disait. Donc, par rapport aux réticences, moi, je suis complètement en plein dedans. Donc, ça fait quand même 3 ans que j'essaye d'accompagner voilà, les différents professionnels partenaires de la commune où je travaille, dont les écoles. Donc, j'avais l'impression que tout le monde était, voilà, tout le monde était partant. On avait commencé à réfléchir à un programme. Bah voilà, pour essayer de toucher à peu près tous les niveaux. Et la vraie difficulté, alors, une première difficulté, bah, une fois qu'on a essayé voilà, de redéfinir les choses, justement de travailler un peu sur la méconnaissance, c'est déjà de trouver des associations, des intervenants agréés par l'éducation nationale. Donc on en a quelques-unes, nous, sur la région Rhône-Alpes, mais qui vont travailler vraiment sur telle ou telle thématique. Donc là, bah, j'ai fait appel aussi à d'autres possibilités, donc dont souvent voilà des personnes qui se sont créées une auto-entreprise ou autre. Et puis là, bah du coup, bim, le côté justement politique, blocage au niveau politique, puisque bah dès que ces auto-entreprises, enfin, ces personnes, ces intervenants abordent la question, enfin certaines questions et notamment la question du genre, là tout de suite on bloque, c'est trop militant, on peut pas porter ça politiquement. Du coup voilà, on en revient à faire bah, ce qu'on faisait déjà les années précédentes, mais voilà déjà un vrai manque de personnes. Bah, de structures, enfin d'associations ou d'intervenants formés. Même nous, quand on essaie de se former, bah, les enseignants, enfin, certains enseignants vont se former, mais plus au niveau du collège. Pour les premiers degrés, c'est quand même plus compliqué. Et clairement, ils nous disent, nous, c'est pas, on n'a vraiment pas envie d'aller sur ce sujet-là parce qu'on a trop peur aussi des réactions des parents. Voilà, donc en fait, ouais, moi, je suis en plein dedans et c'est vrai que je suis un peu découragée. Je me dis, bah voilà, comment, malgré tout, là, tout le monde avait l'air d'être partie prenante pour qu'on se lance. Et là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'on soit dans l'attente de la loi, quoi. Enfin, de là que ce débat se clôture à un moment donné, que ce soit tranché pour pouvoir continuer à avancer, parce que voilà, là, il y a trop de débats, trop justement les extrêmes bah, qui rentrent en compte et plus personne, du coup, veut se mouiller sur ce sujet. Bah, on réagit quand même, parce que c'est... Merci déjà du témoignage, parce que c'est pas le seul qu'on a pu entendre dans ce sens-là. Euh, à titre personnel, après ce travail-là, et vu ce qui se passe depuis une semaine et demie, je ne pense pas que le débat soit clos en soi, puisqu'il y a en fait
des organisations, des collectifs qui agissent de façon, alors, je veux dire, idéologique, mais au sens où il y a un projet idéologique de ne pas parler de ces sujets-là avec les enfants et les jeunes. Et quelle que soit la vérité face à eux. Par exemple, on a entendu le ministre de la réussite scolaire la semaine dernière dire que ce programme était imbibé de la théorie du genre. Or, la théorie du genre est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que scientifiquement, on ne sait pas ce que c'est que la théorie du genre. Mais du coup, c'est là où il y a bien un constat de c'est pas c'est pas argument contre argument, c'est plutôt il y a un programme idéologique qui vise et qui est très militant et qui vise à faire en sorte qu'on ne puisse pas faire au débat. Du coup, sans doute qu'un des intérêts, c'est que justement, on est dans une séquence où on attend un projet de programme scolaire au niveau national, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Bon, c'est peut-être mis en difficulté si jamais le gouvernement tombe effectivement avec les motions de censure. Donc, je mets tout ce que je vais dire maintenant entre guillemets, on va attendre de voir. Mais normalement, la ministre devait discuter de ce projet de programme en Conseil supérieur de l'éducation. Et ce projet de programme, pour l'avoir lu, il dit des choses assez simples et banales, hein, c'est-à-dire à 3 ans, accompagner l'enfant à nommer jusqu'à un vocabulaire scientifique les parties intimes de son corps. Ou alors partir des situations de la vie quotidienne pour apprendre à l'enfant qu'est-ce que l'intimité. Et vous voyez, tout ça, ça ne peut pas faire sujet à indignation, puisque c'est un programme d'éducation à la vie affective et relationnelle jusqu'au troisième cycle. Et au partir du troisième cycle, c'est la question de la sexualité apparaît dans le programme pour accompagner notamment le fait que les jeunes et les enfants voient du porno. Du coup, j'ai pas de réponse moi à votre situation, c'est que sans doute il faut continuer à vouloir expliquer ce que c'est, à vouloir rendre lisible et clair de quel sujet on parle, et que la sexualité, on a donné une définition tout à l'heure avec Cécile, mais en fait, on parle d'abord et avant tout de relation à son corps, au consentement, c'est-à-dire quand est-ce que je peux dire oui et quand est-ce que je peux dire non. Et c'est bien les deux questions qui sont importantes à accompagner chez les enfants et de nos relations aux autres. Voilà, je voulais juste réagir en disant qu'on est dans une actualité assez brûlante avec une forte offensive de la part d'un certain nombre de groupes qui, par ailleurs, sont assez minoritaires. Il faut quand même le dire. Donc là, quand quelqu'un a peur, et ben, je pense qu'il faut savoir le prendre avec sa peur et l'accompagner à comprendre ce qui est en jeu et à ensuite pouvoir faire évoluer sa position sans forcément l'attaquer ou réduire sur ses positions et les peurs qu'il ou elle peut avoir. Excusez-moi, mais du coup, l'idée du programme, c'est que ce soit les enseignants qui le mettent en place. Ben, le projet de programme, c'est plutôt pour dire sur chaque niveau d'âge, qu'est-ce qui peut être fait. Et donc, c'est vraiment une progression pédagogique qui est pensée au sein de l'éducation nationale. Mais on sait que l'effet que ça va avoir, c'est que déjà, ça va être 40 pages de progression pédagogique qui vont être publiées par le ministère et que c'est un sujet sur lequel les familles vont avoir accès à l'information sur qu'est-ce qui est prévu à chaque niveau. Et j'imagine que du coup, les acteurs éducatifs qui gravitent autour de l'école, pour X ou Y raison, pourront s'en saisir également pour dire, mais voici ce qu'on va aborder et a priori, c'est normal de l'aborder puisque l'éducation nationale le fait de son côté. Vous voyez, c'est l'intérêt d'avoir un projet de programme. C'est aussi pour ça qu'il est attaqué parce qu'une fois qu'il sera publié, il va normaliser le fait de faire l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Voilà, et justement, du coup, c'était ma dernière question, mais j'en ai peut-être une autre qui s'est rajoutée sur justement, donc c'est le 15 décembre, je crois, justement, cette discussion autour de ce programme-là. Est-ce que c'est un document, justement, dont les professionnels jeunesse pourront se saisir? À titre d'exemple, je crois qu'on en a parlé ensemble, Evan, je crois qu'en CE1, il est proposé comme animation de pouvoir observer un catalogue de jouets pour enfants et peut-être d'observer des différences entre les jouets à destination des filles et les jouets à destination des garçons, que ce soit sur la fonction comme peut-être l'esthétique. Voilà, est-ce que vous pensez que ça, c'est des choses dont les professionnels de la jeunesse, les animateuristes pourront se saisir, ou est-ce qu'il faut être formé quand même préalablement pour aborder ces questions-là? Cécile, tu veux y aller ou j'y vais? J'y vais, ok. Bon, j'ai déjà répondu. Je pense que, à titre personnel, je pense que le programme peut vraiment être d'une grande aide pour même nous donner une idée de ce qu'on peut aborder à chaque âge. Après, quand on est professionnel éducatif, et je me mets dedans, des fois, ça apparaît dans des moments où on n'avait pas prévu que ça apparaisse. J'ai cet exemple où j'ai participé à une animation Halloween. Donc, Halloween, a priori, on parle de monstres, de citrouilles. On faisait une affiche pour Halloween. Et la discussion a tourné pendant qu'on faisait l'affiche sur Halloween. La discussion a porté sur est-ce qu'il y a que les filles qui font des garçons? Est-ce que vous avez déjà embrassé? Oui, mais est-ce que c'est propre? Oui, mais de toute façon, c'est normal, il y a que les filles qui embrassent, les garçons, nous, on fait pas ça. Enfin, vous voyez, la discussion, elle est partie d'emblée sur des questions on pourrait appeler ça de stéréotypes filles-garçons, de préjugés, de relations affectives et relationnelles. Et les enfants avaient entre 6 et 9 ans.
Donc, en fait, ils avaient déjà cette question en tête de c'est quoi être amoureux, amoureuse, quels sont les contacts physiques qu'on peut se permettre et quel genre doit porter le contact physique, etc. Donc, je pense qu'en tant que professionnel d'éducation, on peut déjà se dire que notre rôle n'est pas forcément d'apporter des réponses, mais typiquement dans une situation comme ça, c'est comment on permet aux jeunes et aux enfants d'en discuter ensemble, nous, de repérer les questions qui ou elles se posent et ensuite de discuter alors en équipe avec des collègues ou avec des partenaires du territoire sur comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Est-ce que c'est nécessaire déjà d'aller plus loin? Peut-être que c'était la discussion du jour et qu'elle n'avait pas d'intérêt d'être poursuivie ou que les questions se sont résolues ce jour-là. Ou est-ce qu'on sent qu'il y a besoin d'aller plus loin et dans ce cas-là, comment? Et du coup, de ne jamais rester isolé et de jamais vouloir répondre tout de suite à toutes les questions. Sauf, et des cas, c'est quand on entend des situations qui peuvent nous faire croire qu'il y a une situation de violence. Auquel cas, il faut pouvoir réagir un peu plus vite, faire des alertes ou pouvoir savoir poser les bonnes questions. Et ça, les travaux de la CIVIS ont permis de fournir un guide d'entretien et un guide de réaction en cas de violence sexuelle supposée chez les enfants. Donc, je vous invite à regarder plutôt du côté de ce que la CIVIS a produit dans ce cas. J'espère que c'est clair. Oui, tout à fait. Mais merci beaucoup à vous pour avoir répondu à ces questions. Voilà, je ne sais pas s'il y a des participants ou participantes qui ont peut-être des questions justement, qui ont des besoins de précision. N'hésitez pas à vous exprimer. Et sinon, voilà, c'est un peu un petit temps d'échange. À voir avec vous si vous préférez être en sous-groupe ou si on reste en grand groupe. Mais voilà, savoir comment est-ce que vous avez reçu ces informations. Peut-être que certaines, vous les connaissiez déjà. Est-ce que vous vous sentiriez, pardon, euh, à l'aise pour animer justement une séance d'éducation à la vie affective, relationnelle avec les jeunes, avec des enfants? Voilà, est-ce qu'il y a des projets qui ont déjà été menés? Est-ce que c'est des réflexions qui sont déjà engagées dans vos collectivités? Comment est-ce que vous pouvez voilà, vous saisir de ça? Quels sont les freins aussi que vous rencontrez? C'est ça qui peut être intéressant à partager. Oui. Alors, je ne sais pas si... Oui, c'est possible. Oui, oui, allez. Ouais, parce que je ne sais pas comment ça pour lever la main. Oui, non, c'était pour faire justement vous faire part d'une démarche voilà qui a été initiée avec les rectorats sur Aix-Marseille et Nice, donc dans notre région. Comme je disais tout à l'heure, on a une convention régionale égalité filles-garçons dans le système éducatif et les rectorats ont engagé une démarche donc d'appel à candidature auprès des établissements, auprès des lycées, pour être labellisés égalité filles-garçons. Donc une démarche intégrée avec plusieurs niveaux de labellisation. Hein. Et donc là, on en est à la deuxième année où nous, on y participe pour co-instruire les projets des établissements des lycées, bien entendu, puisque voilà, tous les niveaux sont concernés. Et donc, un certain nombre de lycées, de plus en plus, étaient candidats encore cette année. Et dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous organisons chaque année à la région une grande manifestation, ça s'appelle Respect pour les femmes. Et cette année, il y avait un focus sur justement la jeunesse. Et notamment la mise en place avec des masterclass sur justement les relations toxiques, alors avec deux associations. Hein. On avait e-enfance et on avait Nous Toutes. Donc sur les relations toxiques, sur le consentement, sur la vie affective sexuelle. On a, on a fait le choix d'inviter justement par département des lycées qui s'étaient engagés sur cette démarche. Et la plupart étaient des lycées professionnels et ils ont participé. On a eu 6 ou 7 établissements et donc à chaque fois 30 élèves quasiment qui ont participé. Et ça a très bien fonctionné, ils étaient très demandeurs. Donc je me dis que peut-être que ça marchera, la mobilisation marche justement par cette démarche de labellisation qui engage tout l'établissement et justement les amène ensuite à pouvoir proposer. Et moi, on a eu des retours extrêmement positifs des chefs d'établissement
sur ce type d'intervention qui s'est fait sur toute une demi-journée. Les élèves étaient ravis des actions qui leur ont été présentées. Alors peut-être qu'il y a le support, je ne sais pas. Est-ce que le fait d'avoir une séance de sensibilisation classique dans l'établissement, tels qu'ils l'ont eu peut-être au primaire et qu'ils l'ont eu ensuite au collège, qu'ils l'ont eu ensuite au lycée, peut-être que ça, je ne sais pas, peut-être que ça ne donne pas effectivement le même effet. Mais en tout cas, ça a permis, et même sur des classes des lycées pro qui sont majoritairement masculins, enfin, en tout cas sur des métiers automobiles ou sur, en tout cas par rapport aux diplômes qu'ils proposent sont aussi majoritairement masculins. Il y a eu une forte mobilisation. Donc voilà, ça permet d'engager quelque chose, en tout cas, et aussi avec les chefs d'établissement. Mais encore une fois, malgré toute la mobilisation du tissu associatif, qui est particulièrement engagé sur la question, reste encore effectivement le point de déblocage. Ce sont aussi les chefs d'établissement, ce sont aussi les enseignants. Voilà, au-delà des familles, parce qu'on ne réglera peut-être pas le problème des familles, mais en tout cas, ça passera par l'établissement. Comme la lutte contre le harcèlement, enfin, et ça rejoint les violences sexistes et sexuelles, nous rejoignent les deux grandes causes, où on prend par le biais de la question du harcèlement, du cyberharcèlement. Je pense que ça, voilà, si l'établissement est investi, les parents, ça permet de lever un petit peu les obstacles qui sont constatés de la part des parents, effectivement, mais beaucoup plus peut-être au collège qu'au niveau des lycées, et du primaire au niveau des lycées. Et c'est un exemple intéressant, merci de nous le partager. Est-ce que vous avez en tête peut-être quelques grands critères nécessaires pour avoir ce label justement égalité filles-garçons? Alors, je pense qu'il y a des actions à mettre en place, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans la réflexion? Enfin, pour Alors, je peux vous faire parvenir le dossier de l'appel à projet, de l'appel à candidature, le document qui adresse les rectorats chaque année aux établissements, et puis sur lesquels, avec le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, je peux vous le faire parvenir, mais il y a vraiment des petites actions à mettre en place, du niveau où on va intégrer la question de l'égalité dans les enseignements, voilà, c'est en fonction vraiment du niveau d'engagement de l'établissement. On parle vraiment de démarche intégrée, mais ces établissements, ils n'étaient pas au niveau 3, le niveau 3 étant le niveau maximal. Loin de là, on a un établissement d'ailleurs, sur Aix-Marseille, qui est de niveau 3, qui est un lycée marseillais d'ailleurs, qui est de niveau 3. Le reste sont plutôt des niveaux 2 ou des niveaux 1. Mais ça permet déjà de cibler ces établissements quand on souhaite aussi sur certains sujets, mais en tout cas pouvoir, voilà. Et en même temps, ça permet d'entraîner les autres. Et donc, c'est la région qui a été à l'initiative de ce projet-là? Alors, pas de l'appel à projet, pas de l'appel à candidature, c'est une initiative de l'Éducation nationale. Ok, oui. Voilà. Nous mettons en place, en lien avec l'Éducation nationale, dans le cadre de nos partenariats, toutes les autres actions concernant les actions éducatives au sein des lycées, que ce soit à travers le plan de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire ou plan de lutte contre la violence, voilà, enfin, qui se croisent. Mais nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Mais non, c'est l'Éducation nationale, c'est pour ça que je vous en fais part. Parce que là, pour le coup, on n'est pas, c'est pas une initiative régionale. Ouais, Jean-Marc vient de mettre le lien dans le chat, merci. Et est-ce que le Parlement des jeunes de la région sud, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'exprimait sur le sujet? Est-ce que les jeunes que vous connaissez, ça les intéresse aussi comme thématique? Est-ce qu'ils ont eu un... Alors, il y a quelques années au tout début, parce qu'ils ont un budget d'autonomie, donc ils avaient rédigé un appel à projet concernant l'égalité filles-garçons, et là aussi à travers le droit la défense du droit au niveau des lycéens, lycéennes. Mais ensuite, ça a été, on a beaucoup plus travaillé lors de la mise en place du plan régional de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire avec une fabrique harcèlement. Donc, ils ont mis en place effectivement un certain nombre d'actions, rédigé des appels à projets. C'est pas ils sont complètement investis sur ces enjeux-là, et ça fait pas de, il n'y a pas on va dire, on n'a pas
pas posé le sujet clairement là-dessus, mais en tout cas, ils se sont positionnés sur tout ce qui était cyberharcèlement, harcèlement sexiste, lutte contre les discriminations de genre, voilà. Donc oui, tout à fait. Et ils ont créé, il y a donc une charte de lutte contre le harcèlement, un escape game harcèlement avec une association, donc sur toutes les questions, voilà. Ils ont, là, l'année dernière, on a travaillé sur tout un portail, toute une interface sur Atrium, hein, donc l'interface numérique, donc des lycéens, justement pour mettre, justement pour parler des plans de lutte contre le harcèlement. On a un concours, ils ont fait une campagne d'affichage aussi là-dessus. Voilà, et qui reprend avec la direction de la communication. Donc on va certainement en parler. Peut-être c'est un sujet, voilà, c'est pour ça que moi, ça nous intéressait de participer et d'échanger avec vous. Hein. C'est de savoir un petit peu, voilà, est-ce qu'on les ferait travailler cette année plus spécifiquement sur ces enjeux, sur ces questions-là. On leur poser la question parce que c'est vrai que, voilà, comme ils se sont engagés sur le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles, on n'a pas abordé les difficultés, en tout cas les conditions justement de ces séquences, voilà, d'éducation à la vie affective et sexuelle. Voilà. Ben merci Je vous en pour prie. votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une question à poser ou qui veulent nous faire part un peu d'une expérience, d'une difficulté, d'une réflexion? Ah. Evan, oui, je te laisse intervenir. Non, mais je dis que je voulais réagir sur un sujet, ça peut peut-être donner le temps pour trouver à d'autres personnes de réagir aussi. C'est sur la question des familles, parce qu'en fait, on l'a effleuré, ce sujet-là. C'était de rappeler que dans le cadre de la saisine, on a interrogé les associations de parents d'élèves, l'UNAF, les UDAF, voilà. On a eu les associations familiales assez classiques et ça. Et en fait, ce qui était vraiment, je vais juste insister sur ce sujet, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que toutes nous ont dit qu'elles étaient en attente, à la fois d'un projet de programme et à la fois qu'elles relevaient que les parents étaient en attente sur ces questions-là. Et que, il y a une forme d'instrumentalisation de la question de la famille sur deux sujets au moins. Un, c'est de faire croire, notamment par les personnes qui s'opposent à toute éducation, etc., que les parents seraient. Et donc, du coup, ça fait peur, effectivement, à des élus de dire, oula, mais si les parents sont contre, bah, peut-être qu'il faut pas qu'on y aille, d'une certaine façon. Enfin, on prend un risque politique. Et le deuxième, c'est qu'il y a un discours qui tend à se développer sur l'idée que ce seraient les familles, les premiers, mais surtout les seuls responsables éducatifs de leurs enfants, avec tout un discours autour de la question du choix. Alors, il faut pouvoir dire qu'effectivement, il y a un choix des familles qui est libre pour choisir le mode d'éducation. Globalement, c'est-à-dire, est-ce que je mets mon enfant dans l'enseignement privé, dans l'enseignement public, etc. C'est-à-dire pour ça que l'enseignement privé se développe en France. En revanche, ça ne veut pas dire que les familles ont le choix de savoir à quoi éduquer leur enfant. Et ça, c'est la Convention des droits de l'enfant qui le rappelle assez clairement. Et sur le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg avait statué plusieurs fois dans d'autres pays, hein, pas que en France, sur le fait qu'un parent ne pouvait pas se soustraire ou soustraire son enfant à une partie prévue au sein du programme ou de façon légale sur les arts. Ça, c'est le premier point. Et deux, c'est peut-être une responsabilité éducative qu'on a en tant que structure, que ce soit publique, enfin collectivité locale ou association, de se demander à quoi est-ce qu'on veut que les enfants soient éduqués sur notre territoire parce que d'une certaine façon, on a su faire progresser, par exemple, je prends la question de la santé et de l'hygiène en France, elle n'a progressé que parce qu'à un moment donné, dans les années 30, 20 et 30, l'éducation nationale s'est mise à faire des cours d'hygiène, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se lave les mains, comment est-ce qu'on change un enfant, comment est-ce que on prend soin de son corps, etc. Et c'est ça qui a fait reculer des maladies. Aujourd'hui, l'éducation nationale ne le fait plus dans son programme parce qu'on a avancé sur le sujet, mais vous voyez bien qu'à ce moment-là, elle ne s'est pas dit est-ce que les parents ont envie que j'apprenne ça à leurs enfants. L'éducation nationale a repéré un problème qui était il y a trop de mortalité infantile, il faut changer des comportements et une question d'hygiène de vie, donc on s'y met. Et en fait, c'est ça aussi qui porte l'idée que en tant que collectivité, il faut qu'on puisse avancer là-dessus. Du coup, je voulais juste rappeler pour dire bah, c'est quoi le problème aujourd'hui.
et je reboucle sur la question là de ce qui est évoqué sur les lycées, c'est que on estime que c'est une jeune femme sur 4 ou sur 5 qui a déjà été agressée sexuellement avant ses 25 ans. Et si elle a été agressée avant, c'est sans doute qu'elle l'a déjà commencé dans ses premières expériences de la vie amoureuse et de la vie conjugale. Et souvent au lycée ou en fin de collège, c'est souvent là où il y a des premières violences intraconjugales. Et il y a quelques lycées en France qui se sont mobilisés sur cette question-là de comment est-ce qu'on parle avec ses collègues lycéens et lycéennes sur comment se passent ces premières expériences amoureuses. C'est peut-être en lien avec le relatiomètre qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est peut-être un des sujets. C'est aussi de rappeler qu'il y a un jeune homme sur quatre qui estime qu'il faut savoir être violent pour se faire respecter, qui est énorme comme proportion. C'est-à-dire qu'on a des jeunes garçons qui sortent de l'éducation nationale, mais c'est pas l'école qui est en jeu, hein. C'est qu'ils sortent de leur cursus scolaire, de leur cursus éducatif, avec comme idée que pour se faire respecter dans une relation, il faut pouvoir être violent. Et ça, derrière, on sait que c'est le terreau qui favorise toute forme de violence sexuelle et sexiste. Et donc, c'est bien parce qu'il y a cette problématique-là qu'il faut qu'on puisse agir en tant qu'acteur éducatif en amont, avec les parents vous aide de comprendre ce qui se passe actuellement, comment aider vos enfants, accueillir vos enfants sur nos temps et sur certains temps, et donc on va aider vos enfants à se construire. Et ça, c'est indépendant de la question de la liberté de conscience des parents qui leur est acquise, mais là, on parle plus de besoins fondamentaux de l'enfant. De passer tout le temps par le relais adulte, ça relancera Oui, merci Evan pour cet ajout. Je ne sais pas si justement, Yasmina, vous en parliez, mais même d'autres par rapport aux parents. Est-ce que ça peut être aussi un frein pour vous en tant que professionnel jeunesse de se dire que il peut y avoir des parents qui ne comprendraient pas ou qui poseraient des questions? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous mettre en difficulté? Tout à l'heure, on en parlait aussi, je crois que c'est vous, Cécile, dans le cadre des débats d'ados justement du COFRAD. Il y a eu cette volonté qui a été exprimée par les enfants, les ados, de pouvoir aussi former, si je puis dire, un petit peu les parents sur ce sujet. Et il y avait un témoignage très chouette que j'entendais la semaine dernière d'une maman qui avait participé à une demi-journée avec sa fille dans le cadre du collège, assez tôt, je crois, en sixième, et qu'en fait, même si ce moment n'était pas forcément évident, à 8 heures du matin, un samedi, cette intervention, c'était pas forcément très évident, ça a été, elle l'expliquait, que c'était un peu un point d'ancrage pour leur future relation et pour justement pouvoir partager ça avec sa fille quand sa fille le désire. Voilà, je voulais aussi savoir pour vous, en tant que professionnel de la jeunesse, est-ce que l'aspect parent, ça peut être aussi être un frein à la mise en place d'actions ou de réflexions autour de l'EVARS? Ah, alors, concernant un autre niveau, on a mis en place aussi dans le cadre du plan de lutte contre le harcèlement, on a mis en place des ateliers de sensibilisation en direction des parents d'élèves. Donc, c'est une association, c'est Plus Fort, qui est l'association Plus Fort, qui est donc qui est spécialisée sur ce sujet, et donc qui aborde. Nous les avons mis en place en direction de tous les parents d'élèves au départ. On avait lancé cela avec les rectorats, hein, toujours, en direction des fédérations des parents d'élèves. Et puis ensuite, on s'est dit, pourquoi se limiter à la fédération des parents d'élèves et pas l'ouvrir à tous les parents d'élèves. Voilà. Donc, on met en place actuellement des ateliers de sensibilisation le soir, hein, donc de 18 à 20 heures, sur chacun des départements. Et donc, c'est relayé par l'éducation nationale, c'est relayé par les fédérations des parents d'élèves. Et donc, tout parent qui souhaite se connecter et bénéficier d'un atelier de sensibilisation sur le harcèlement, cyberharcèlement, et donc comment il se traduit, puisque on aborde ces sujets-là, on n'aborde pas les VARS directement, mais on aborde ces sujets-là. Donc, tout parent d'élève peut se connecter. Et puis, par ailleurs, on a mis en place, depuis la rentrée, des ateliers de sensibilisation, toujours, mais en direction de tous les agents régionaux des lycées, de nos lycées. Donc, c'est 4000 agents qui sont aussi potentiellement des parents. Et donc, voilà, c'est de cette façon, on ne va pas directement, puisque
Ce n'est pas dans nos prérogatives non plus, hein. Je veux dire, on propose des actions. Nous ne sommes ni le chef d'établissement, ni le rectorat, hein. On travaille en lien avec eux. On propose des actions de sensibilisation en direction et de prévention des violences sexistes et sexuelles auprès des établissements à travers ces 2 plans. Donc, ces questions-là, elles sont aussi abordées. Et il y a beaucoup plus de preneurs, effectivement, parce que c'est un enjeu. À partir du moment où l'Éducation nationale a dit que le plan de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, c'était une grande cause nationale, bah, à partir de là, tout le monde on va dire, s'y est engagé au niveau des établissements et a sollicité, puisque là-dessus, nous, on vient en complémentarité en proposant un programme d'action de structures associatives qui vont venir faire des interventions avec des supports pédagogiques tout à fait différents, mais on est toujours dans ces enjeux liés à la relation à l'autre, au lien, à la vie affective. Enfin, tous ces sujets-là sont abordés à travers ces différentes interventions. Donc, c'est aussi un moyen d'y arriver. Mais nous ne sommes pas là non plus pour aller, encore une fois, aller convaincre voilà, les parents d'élèves. Ce n'est pas l'objet. On met à disposition des outils et on les met en concertation avec les rectorats. Ensuite, voilà. Enfin, je veux dire, on n'agit pas directement on n'intervient pas mis à part ces ateliers de sensibilisation, mais les régions, on a une intervention qui est assurée par les associations et pas directement, voilà. Oui. Mais moi, je rejoins ce que disait Evan là-dessus, hein. Moi, je pense que les parents, je dis, si l'éducation nationale décide que ça se fait, quoi. Si ça doit se faire, ça se fait. Donc, rien que l'application, voilà, de la loi, ce serait déjà pas mal. Ou alors, il faut passer par d'autres biais, parce que passer par la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, la lutte contre le cyberharcèlement, ça parle plus aux parents, quoi. Alors, effectivement, on n'est pas dans le même public, hein. On est un public lycéen et c'est pas un public d'école primaire. Et voilà. Je pense que. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais. Tout à fait, tout à fait. Mais donc, vous, cette réflexion-là, elle passe vraiment par le cadre scolaire, enfin, les associations dans le cadre scolaire, mais peut-être moins des centres sociaux, des maisons quartiers, des missions locales. C'est déjà. Alors, elles sont faites autant avec les plannings familiaux et les CIDFF, la sensibilisation des jeunes. Effectivement, ce n'est pas que des lycéens, c'est aussi les jeunes suivis par les missions locales. Ce sont aussi de le faire dans des centres sociaux. Ils n'ont pas d'intervention uniquement ciblée sur les lycéens. C'est aussi au niveau des universités, c'est aussi auprès des étudiants. Donc, voilà, auprès de tous les jeunes. Donc, ils ont effectivement des interventions avec les missions locales justement pour animer des ateliers auprès des jeunes ou dans des centres sociaux. Ils le font. Par contre, sur le plan de lutte contre le harcèlement, on est bien effectivement dans le cadre scolaire. Voilà. Et c'est important. C'est extrêmement sensible. Et bon, d'abord, on s'inscrit dans une complémentarité, bien entendu. Et en même temps, les sujets sont tellement spécifiques voilà, qui nécessitent de s'inscrire dans ce biais-là, dans ce partenariat-là. Alors ensuite, on a des médiateurs éducatifs aux abords des lycées qui sont des diplômés, sont des jeunes qui sont formés et diplômés, enfin au diplôme d'état de moniteur éducateur, donc sur tous les lycées de la région. Il y a aussi des éducateurs spécialisés dans les équipes et eux-mêmes sont aussi formés et sont sur le cyberharcèlement et ont des journées de sensibilisation, formation sur le harcèlement au milieu scolaire. Donc, eux vont intervenir en partenariat avec la communauté éducative, mais bien évidemment, ils vont être aux abords des lycées. Donc, voilà, mais toujours avec les lycéens comme public cible.
Bah, merci pour votre témoignage, c'est Je vous en intéressant prie. parce qu'effectivement, on voit aussi la façon dont, sur plusieurs aspects, a été pensée votre politique jeunesse en la matière. Donc, vous avez parlé des lycées, mais aussi justement de ces médiateurs qui sont formés. La question de la formation est très importante. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses dans votre témoignage. Donc, merci beaucoup. Et puis, du coup, ce qu'on voulait vous proposer pour terminer un petit peu cette rencontre. Moi, je vais vous présenter rapidement, donc comme je vous le disais, un guide qui a été fait il y a quelques années, je dirais un petit peu avant 2020, par le ministère de l'Éducation nationale à l'attention des animateurs et des animatrices. Mais juste avant, voilà, en 2024 et en 2023, il y a eu deux projets. Donc pour le CRJ Grand Est en 2023 et pour le CRJ Bretagne en 2024, deux projets donc qui ont été mis en place par des jeunes de ces CRJ qui viennent d'eux. Et donc, on va laisser la parole aux deux coordinateurs. Donc, on a avec nous Thierry Jeanbu de Grand Est et Karine Poirier, si vous le souhaitez. Je vous prends un peu au dépourvu, Karine, parce que Enzo devait m'envoyer une petite vidéo et ça n'a pas été fait. Mais si vous pouvez en dire un mot, sinon je le ferai. Mais donc, Thierry, je ne sais pas si vous avez le relatiomètre avec vous. Sinon, j'en ai un exemplaire. Peut-être pour le montrer à la caméra. Mais donc, voilà, un projet qui vient des jeunes de Grand Est moi, je vais vous laisser présenter, je vais vous laisser présenter l'outil, Thierry, si ça vous va. Ou Karine, si elle préfère prendre la parole en premier, Karine. ça me va. Comme tu veux, Thierry. Bon, Allez-y. allez, puisque c'est comme tu veux, je la prends la parole. Et je vais essayer de vous partager mon écran, ce qui est peut-être pas si évident que ça. Euh, Ah non, c'est parce que je peux Oui, pas. si je, c'est possible, je peux vous Ouais. nommer autre rapidement. Tac. Sinon, c'est pas grave, j'avais préparé Normalement, vous pouvez. deux, C'est bon, Thierry. deux petits slides. Euh, non, alors ça marche pas. Partager. Voilà, ça doit être bon, je suppose. Euh, Bon, je vois plus rien. Bon, écoutez, on va le faire. On voit votre écran, Thierry. Pour le coup, on voit les slides, donc il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Je voulais le mettre en grand, mais c'est pas grave. Donc, la région Grand Est, et plus spécifiquement son conseil régional des jeunes, il y a environ 2 ans, participé et organisé les assises régionales de la santé des jeunes. Et à cette occasion, plusieurs thématiques étaient venues suite aux différents ateliers de travail. Et effectivement, on avait une thématique autour d'un outil plus spécifique que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est le violentomètre. Et la région Grand Est a souhaité mettre un petit peu plus en avant la partie relation. Est-ce que la relation avec l'autre, quel qu'il soit, elle est saine? Et on a donc, à travers un outil, à travers toute une année de réflexion, imaginé un outil circulaire avec un certain nombre d'objectifs. Le premier, c'était d'identifier et différencier les comportements toxiques et dangereux. Ce travail d'identification de comportements n'a pas été fait seul. Le Conseil régional des jeunes a été soutenu et accompagné par le centre de formation aux droits des femmes et des familles des Ardennes. Et après beaucoup de réflexion, d'organisation, d'imagination de ce que pouvait être le relatiomètre, ce relatiomètre que vous avez à l'écran à droite a vu le jour. Alors, ce relatiomètre, il a été d'abord conçu par des jeunes pour les jeunes. Donc, c'est un outil qui se veut notamment et plus spécifiquement, dans un premier temps, pour les lycéens, les étudiants et les adolescents. Mais depuis que nous avons remporté en 2023 le
dans toute la France. Et aujourd'hui, euh, nous sommes à presque 150 000, 160 000 exemplaires qui ont été distribués en l'espace de 2 ans. De façon assez rapide là aussi, comment ça fonctionne? Vous avez 7 types de violences. Les violences cyberviolences, violences physiques, violences sexuelles, violences administratives, violences psychologiques et violences verbales. Et pour finir, les violences économiques. Si je reviens juste sur la slide précédente, vous voyez que ça fonctionne comme un disque de stationnement. Vous choisissez la thématique dans laquelle vous vous posez, si votre relation elle est saine ou pas avec la personne avec qui vous êtes. Et à l'intérieur, vous avez 3 niveaux d'alerte, un niveau de danger, un niveau d'alerte simple et un niveau de sérénité. L'ensemble des informations qu'on y trouve ont été rédigées par le conseil régional des jeunes pour, comme je le disais un petit peu avant, c'est-à-dire un outil pour les jeunes par les jeunes. Vous trouverez ou vous pouvez trouver sur l'ensemble de ces outils un QR code pour aller plus loin, notamment pour trouver les numéros d'urgence et également évaluer euh, un peu plus le niveau dans lequel vous vous situez. Voilà, je vous ai mis bien sûr l'adresse égalité@grandest.fr où pour les personnes qui sont intéressées peuvent aujourd'hui nous le faire part et on enverra quelques exemplaires. Euh, c'est un vrai engagement de la part du Conseil régional des jeunes d'avoir mis en place cet outil. Et cette aventure ne s'est pas arrêtée juste à un relatiomètre. Elle a été étendue tout de suite dans la foulée à un outil autour des addictions. Et vous retrouvez à peu près le même outil autour des addictions avec substance et sans substance. Voilà, je vous remontre, hop, je vois hop, la caméra. Voilà, je remontre cet outil. Euh, voilà, qui a été donc primé par la NACEJ, je me permets de le redire. Eh bien, merci beaucoup, Thierry. J'ai Effectivement, fait le plus synthétiquement possible, Raphaël. très bien. Et puis, merci, Maxime, pour le lien aussi dans le chat. Effectivement, une belle initiative. On voit un petit peu la réflexion avec le violentomètre de comment est-ce qu'on mesure, en fait, parce que parfois, c'est vrai que des jeunes sont dans une relation. Et quand c'est la première ou la deuxième, ou qu'en tout cas, on est assez jeune, on a du mal parfois à avoir la mesure de ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal et fait partie d'une situation de violence. Donc voilà, un outil très intéressant et merci beaucoup pour ce partage. Et puis, donc, je vais maintenant laisser la parole à Karine Poirier, donc, qui coordonne le CRJ Bretagne cette fois-ci, avec un autre outil un petit peu différent qui a pour objectif aussi d'ouvrir des échanges, des discussions. Et je vais vous laisser, Karine, du coup, le présenter si ça vous en dire quelques mots. Ça s'appelle Sexpérience. Oui, merci beaucoup, Ravel. Je vais essayer de le présenter du mieux possible. Voilà, c'était en fait une réflexion de la part des jeunes qui partaient sur une démarche d'enquête et notamment sur le fait que, il y a beaucoup de genre et la sexualité que ce qui est prévu par la loi. Et c'était déjà une réflexion qui était déjà menée par le mandat de 2020-2022. Et puis sur le mandat de 2022-2024, en fait, ils ont approfondi en fait la thématique et ils ont souhaité vraiment en fait faire une proposition d'outils d'animation pour les jeunes lycéens et lycéennes. Et donc ils sont allés plutôt vers la création d'un plateau de jeu, un peu façon jeu de loi en fait. Alors je l'ai pas forcément
Je ne sais pas si vous, de votre côté, à la l'ANSEJ, vous l'avez en photo, mais voilà, je vais peut-être pas forcément pouvoir Oui, vous le je vais essayer montrer. de trouver une photo pour le projeter rapidement. Si. Et en fait, donc l'idée est de faire, voilà, de pouvoir jouer sur avec différentes thématiques. Et donc, il y a 6 thèmes qui ont été identifiés par les jeunes. Il y a orientation sexuelle, identité de genre, IST, droit reproductif. Voilà, super, merci. Violence et discrimination, et puis vie affective, relations et plaisir. Voilà, donc là, ce sont... Alors, le plateau de jeu, vous le voyez, et du coup, il y a les cartes avec des questions qui concernent donc ces 6 thématiques qui ont été choisies par les jeunes. Et en fonction, en fait, si on répond bien, bah, on a le droit de continuer, en fait, le plateau de jeu comme ça. Et sur la petite photo que vous voyez à côté, donc ce sont les jeunes, c'est une partie des jeunes qui ont participé à la création de ce jeu. Voilà, et donc c'est un outil qui a été effectivement primé en 2024 par la l'ANSEJ. Merci beaucoup pour votre présentation. Du coup, sous contrôle de votre on peut les mettre en lien avec vous s'il y a des réflexions aussi un peu sur des territoires. Merci beaucoup. Mais en tout cas, voilà, enfin, n'hésitez pas à vous en inspirer. D'ailleurs, c'est à ça que servent aussi les prix Anna Sèche, c'est pour inspirer un petit peu les autres conseils d'enfants et de jeunes sur des projets qui nous semblent intéressants. Et c'était le cas de ces deux-là qui sont aussi très importants pour l'avenir. Donc, merci pour votre partage. Et donc, si d'autres collectivités souhaitent s'en saisir, n'hésitez pas. Et puis, avant de vous quitter, donc, je voulais aussi vous parler très rapidement d'un guide à l'attention des animateurs et des animatrices, comme je vous le disais tout à l'heure. Je pense que lorsque les programmes, enfin le conseil des programmes aura statué sur donc les programmes relatifs à l'EVAR, ça sera vraiment un sujet, une ressource qui pourrait être aussi tout à fait pertinente et intéressante pour l'animation de vos conseils d'enfants et de jeunes. Le projet de programme est disponible sur Internet. Je ne vous mets pas le lien parce que comme ça va être discuté dans 10 jours, il y a peut-être des choses qui vont évoluer, mais on essaiera d'en parler au moment où il sera adopté. Et donc, le guide dont je vous parle, je vous l'enverrai en ressources, bien sûr. Je l'ai perdu. Je l'avais il y a 10 secondes. Hop, pardon. Je tape très mal dans ces cas-là. Tac, c'est bon, je dois l'avoir. Je suis désolée, j'ai ouvert mon dossier juste avant pour ne pas que ça arrive. Et ça arrive. Ah non, c'est bon. Autant pour moi, c'est la fin de journée qui approche. Tac. Alors. Donc, je vous enverrai la ressource, mais si vous tapez ce nom-là, il se retrouve très facilement sur Internet. Et voilà, je trouve que c'est extrêmement bien pensé. En fait, c'est en fonction des thématiques que vous souhaitez aborder. Vous allez avoir à la fois une petite fiche et puis à la fois, vous avez des propositions d'animation. Là, on a des choses sur le bizutage, sur les violences, pardon. Et puis des petites annexes aussi qui sont quand même très utiles, qui sont peut-être plus à prendre en compte en cas de fait de violence, en cas de d'agression. Comment est-ce que les professionnels réagissent derrière? Ça fait aussi partie. Donc voilà, donc je vous montre rapidement, mais ça fait aussi partie des bonnes pratiques à avoir au sein d'une structure. Donc vous voyez là, il y a pas mal d'items déjà avec des idées d'animation à mettre en place. Effectivement, dans ce que vous pouvez mettre en place, vous, collectivité, il y a différentes choses. Et Yasmina, en tout cas, la région du Sud, PACA nous en a un petit peu parlé. Mais donc, il y a à la fois penser ce sujet au sein de votre structure, de votre collectivité, pouvoir faire de la formation
Mais il y a aussi le fait d'avoir une note, une procédure en cas d'agression, en cas de difficulté. Comment est-ce qu'on réagit? Qui est-ce qu'on contacte? Quelle association on peut contacter? Parce que parfois, quand on se retrouve face à la difficulté, à l'agression d'un autre jeune envers un autre, ou pas forcément entre jeunes, mais c'est difficile de réagir sur le moment. Et donc, on conseille aussi de pouvoir penser à ces questions-là, réfléchir à ces questions-là en amont de faits de violence qui peuvent arriver, puisque ça concerne tous les lieux accueillant du public, accueillant un collectif, et donc forcément aussi les jeunes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être. Je ne sais pas si vous avez vu le message donc d'Evan qui a dû nous quitter un petit peu en urgence il y a 5 minutes, mais qui se tient à votre disposition. Donc n'hésitez pas, il a mis son mail dans le chat, mais si jamais vous pouvez bien évidemment m'écrire pour que je vous le redonne. Mais voilà, qui se propose d'échanger avec vous et avec vos élus sur la mise en œuvre de la notion de l'EVAR sur vos collectivités. Donc n'hésitez pas après à poursuivre Ouais, ouais, tu peux remettre le billet. le réflexion. Oui, Comment il bien est. sûr, pardon. Hop. Et il y avait une question, je viens de voir de Maxime Karine pour vous. Est-ce que vous auriez là peut-être une idée d'exemples de questions qui sont sur les cartes? Je ne sais pas si vous en avez là. Pourquoi est-ce que ça me fait ça? C'est bon, il l'a mis en réponse dans le chat. Donc, ça, c'est celui-là. Ah oui, alors Maxime a bien mis le... Mais oui, pardon, excusez-moi, Karine, il y avait la question donc, de savoir est-ce que vous avez des exemples de cartes peut-être. Oui, oui, je cherche, je suis désolée, je, j'étais pas au courant que j'allais être Oui. interrogée sur le projet, mais est-ce que ce sont des questions que je peux proposer comme ça un petit peu à la volée? Oui, enfin voilà, juste si vous en avez une à titre d'exemple, une ou deux, hein, sinon on pourra revenir vers les participants un petit peu Eh plus. ben, par exemple, sur la thématique des droits reproductifs, c'est où puis-je trouver la contraception d'urgence? Voilà. Donc, il y a toujours les réponses, hein, bien sûr, au verso qui sont données. Sur la thématique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes, et, je crois qu'il y a 144 cartes en tout dans le jeu, donc ça fait Donc, beaucoup de travail. questions par thématique. Sur la question des IST, la pilule protège des IST, vrai ou faux? Voilà. J'essaye d'être assez rapide sur la thématique du plaisir et de la vie affective et relationnelle, peut-on avoir un rapport sexuel pendant les règles? Voilà. Et ça, c'est, vous nous avez dit, c'est plutôt à partir du lycée, euh, Destination et sur la question, ok. Intéressant. Après, ça peut être méchant non plus. Voilà ma question. vous cite un chanteur ou une chanteuse défendant les droits LGBT. Mais après, encore une fois, n'hésitez pas à juste vous moyen à faire la message si nécessaire, mais c'est aussi que ça sert. Merci Derrière. beaucoup, en tout cas, Karine, d'avoir pu nous expliquer tout ça au pied levé. Voilà, et bien écoutez, messieurs, dames, c'est maintenant que donc, cette ANACEF Bonjour se clôture. Merci pour votre participation. Si vous avez des questions qui arrivent demain, dans une semaine, en 2025, n'hésitez pas, nous on reste un petit peu éveillés, enfin l'ANACEF reste éveillée sur ces sujets-là les prochains mois. Donc s'il y a des demandes particulières ou demandes d'informations très générales, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, merci à vous pour votre participation.